Salut. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour parler à la caméra ou alors parler dans un micro dans une relative improvisation. C'est des conseils importants pour moi parce que je les ai cherchés un petit peu partout et c'est des leçons qui sont éparpillées dans différents domaines et qui sont rarement, voire jamais réunies. On parle jamais de la voix et du fait de parler dans le cadre de la création de contenu sur internet, donc dans les vidéos ou alors dans les podcasts comme ici. J'ai trouvé des conseils pour les chanteurs, pour les acteurs, si vous cherchez vous allez trouver des choses pour les présentateurs, les journalistes, ou alors peut-être des choses pour le théâtre d'improvisation, qui seront peut-être trop excessives, qui vont peut-être manquer d'authenticité, parce que ce qu'on attend de vous quand vous créez du contenu sur internet, en vidéo ou en podcast, c'est une certaine authenticité. Et c'est aussi le fait de ne pas être formaté, c'est d'être original, de vous démarquer dans votre manière de parler. Et donc on va parler de plein de choses différentes, que ce soit le ton, la gravité, la monotonie, le rythme évidemment, et des techniques, des outils en fait pour réussir à parler, pour réussir à improviser et ne pas être bloqué, être fluide face à la caméra. Donc on va parler de tout ça. On va parler aussi un petit peu de montage, quelques petites choses à faire pour améliorer sa voix après coup, et d'écriture orale. Je m'intéresse à ce sujet pour une raison qui est que juste dans mon dernier podcast, qui a été mon podcast sur tout ce que je sais sur la vidéo, il y a quelques personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il faut privilégier la qualité sur la quantité. Et ça m'a donné l'idée de ce podcast parce que souvent la réponse à cette question de la qualité ou de la quantité, je trouve qu'elle est vraiment trop simple. La plupart des gens vont répondre qu'il faut uniquement se concentrer sur la qualité, parce que ça fait bien de dire ça, ou alors d'autres, peut-être plus orientés business, commerce, vont vous dire qu'il faut juste faire de la quantité, et c'est tout. Je pense que la réponse est plus complexe que ça, parce que ça dépend de vous, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de ce que vous dégagez. Il y a des gens qui peuvent juste faire de la quantité. Il y a des gens, ils allument leur caméra, ils parlent, ils mettent leur micro et ils enregistrent, et ils ferment, et ils publient ça sur internet et ça marche. Ils refont la même chose toutes les semaines et ça marche à chaque fois. Et ils se prennent pas plus la tête que ça, ils connaissent rien à la narration, ils connaissent rien au montage, aux transitions, ils se prennent pas la tête, juste ils parlent à la caméra, ils publient et c'est bon, ça marche. Alors que pour d'autres, il faudra plutôt faire des efforts, beaucoup monter, beaucoup réfléchir à la narration, comment faire pour capter l'attention des gens, et comment écrire un texte intéressant. Et qu'est-ce qui fait la différence en fait entre ces gens qui peuvent juste faire de la quantité et pas trop se prendre la tête sur la qualité? Qu'est-ce qui les différencie? Il y a une part de chance, mais je pense qu'il y a aussi le fait que ces gens-là ont tendance à être plus charmants, plus charismatiques, plus sympathiques aussi, et plus authentiques dans leur manière d'être. De telle sorte qu'on a envie de les écouter, on les prend un peu pour nos amis, et on a envie de leur faire confiance, et voilà, on arrive à s'intéresser à ce qu'ils disent. Et bien ces qualités que j'ai dit, l'authenticité, le charme, le charisme, la spontanéité, etc., la sympathie, ces qualités-là, en fait, elles passent très principalement par la voix. C'est votre voix qui va faire que on va avoir cette impression-là, que vous aurez cette attitude-là. Et la voix, c'est quelque chose qu'on peut influencer. Mais alors, comme je disais, il faut l'influencer de manière relativement subtile parce qu'on veut pas faire de vous des présentateurs télé qui parlent bizarrement, mais des gens qui ont une voix authentique, pas quelqu'un qui parle en disant des trucs du genre « et là, c'est le drame ». On veut une voix qui soit relativement normale et pas non naturelle. Je vais vous donner ces différents conseils. Avant de parler de ça, je vous fais une petite annonce personnelle, qui est que on va parler aussi d'air, de l'air qu'on doit mettre dans la voix, de la respiration autour de la voix, et comment on peut utiliser les principes de l'ASMR pour améliorer sa voix. Avant de parler de tout ça, je vais faire un podcast donc assez libre où je vais parler de tous ces sujets sans forcément que c'est de grande cohérence, mais c'est le principe de ce podcast, de parler librement. Avant de parler de ça, je vais faire une petite annonce pour vous dire que si vous êtes ici, si vous écoutez ça, c'est que vous avez envie de créer du contenu sur internet a priori assez sérieusement. Et bien, si vous voulez, j'ai envie d'aider des gens à créer des vidéos, à réaliser des vidéos, de l'écriture au montage, en passant par la réalisation, le tournage évidemment. Si vous voulez, si vous avez une idée, je peux vous aider à la mettre en place, et même si vous n'avez pas d'idée mais que vous voulez juste vous lancer sur YouTube, sur internet, sur Facebook, Instagram, peu importe, et que vous n'avez pas forcément d'idée mais que vous voulez vous lancer, ou que vous avez déjà peut-être une page, une chaîne, etc., et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez me contacter, et moi ça m'intéresse de réaliser des nouveaux formats, des nouveaux concepts en fait. Même si vous avez pas d'idées, moi j'ai plein d'idées de chaînes, de pages qui pourraient extrêmement bien marcher sur internet,
Et j'ai trop d'idées pour pouvoir toutes les faire. Enfin, je pourrais toutes les lancer avec vous, mais par contre, je pourrais pas toutes les maintenir sur le long terme. Donc si ça vous intéresse, que je crée ça pour vous, que vous avez un petit budget pour que je travaille avec vous, pour vous, pendant une semaine environ, pour faire 1 ou 2 vidéos sur un sujet particulier, bah, contactez-moi à autodisciple@gmail.com et puis on pourra voir ça. Et je m'occuperai donc enfin avec vous bien sûr, mais je m'occuperai de la conception, de l'écriture, du tournage, en vous coachant un petit peu aussi par rapport à la voix, par rapport au fait de parler face à la caméra. Et enfin, je m'occuperai du montage parce que c'est une partie que j'aime bien aussi. Et vous publierez ça chez vous sur votre média, votre page. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail. Le lien est dans la description. Fin de la petite annonce. Sur la voix. Par où commencer ? La toute première chose que je voudrais vous dire, c'est et ça va conditionner en fait toute votre progression, toute votre amélioration par rapport à la voix. La première chose, c'est de vous enregistrer. C'est d'avoir un micro. Si vous n'avez pas de micro, tous les conseils que je vais vous dire vont être très difficiles. A priori, vous en avez un, c'est votre téléphone, donc ça va. La plupart des gens, quand ils s'entendent dans un enregistrement, ils ne se reconnaissent pas. Ils pensent que c'est quelqu'un d'autre. On est tous, enfin, pas moi en fait, mais la plupart d'entre nous sommes surpris par leur voix. Moi, après des années à m'enregistrer, à avoir une caméra, etc., et à monter ma propre voix, je suis plus surpris quand j'entends ma voix quelque part. Quand j'entends un enregistrement, je la reconnais immédiatement. J'ai pas de doute sur quelle est ma voix. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous n'avez pas de conscience de votre voix, vous risquez vraiment pas de la changer un jour. Donc, ayez conscience de votre voix. Enregistrez-vous régulièrement. Vous pouvez le faire avec votre portable. Et ensuite, naturellement, si vous savez des choses sur votre voix, si vous savez quelques principes, ce que je vais expliquer là, sur votre voix, eh bien naturellement, vous allez vous améliorer, vous allez l'influencer, même sans le vouloir. Donc ayez conscience de votre voix à tout prix, c'est ça qui va créer la différence. Et même essayer d'avoir conscience de votre voix dans différents contextes. Vous pouvez, si vous êtes vraiment intéressé que par la création de contenu, enregistrez-vous juste face à votre caméra quand vous faites un podcast, etc. Mais peut-être que vous voulez plus vous enregistrer dans des interviews, dans des discussions avec des gens pour voir comment vous êtes dans votre état naturel en fait. Si vous voulez améliorer votre voix d'un point de vue plus général, plus conversationnel. Parce qu'en fait moi, je pense à ça parce que la manière dont j'ai voulu m'améliorer en matière de voix, à la base c'était pas pour la création de contenu sur internet, c'était pour les relations, les conversations, la vraie vie en fait. Et j'ai découvert qu'il y avait un lien entre le fait de bien parler ou d'avoir une bonne voix, de réussir à bien improviser avec les gens en face à face, et le fait de le faire face à la caméra pour de la création de contenu sur internet. Parce que sur internet, comme dans la vraie vie, on attend de l'authenticité, on attend quelque chose qui se démarque, et on n'attend pas quelque chose qui plaît à la plupart des gens. Donc quand vous avez conscience de votre voix, vous pouvez changer différentes choses. Je voudrais commencer en fait par, pour moi le point le plus important avant de parler du reste, c'est le fait d'être détendu, le fait d'être calme, d'avoir une voix qui n'a pas de tension, en fait, qui n'est pas dans le haut de votre gorge, mais qui part d'en bas. Il y en a qui expliquent ça par le fait de respirer par le bas du ventre. Ça peut être dur à mettre en place au début, mais sentir que votre voix part de profond, qu'elle part de loin en fait, qu'elle part de la base. Ça vous permet d'être beaucoup plus détendu. Et c'est extrêmement important, même si vous avez un ton un peu plus dynamique, autoritaire, où il y a des gens qui ont un style un peu agressif, qui jouent un peu un personnage dans leur voix, dans leur création. Mais même dans ce cas-là, il faut que vous soyez détendu. Dans ce cas-là aussi, il faut que vous soyez pas stressé. Alors comment faire ? La première chose, c'est déjà de pas être stressé dans votre vie de tous les jours. Essayez d'éviter toutes les sources de stress, parce que ça se sent dans votre voix. Donc évitez ça. Vous pouvez enregistrer plus tôt le matin. Vous pouvez enregistrer après une séance de sport intense. Voilà, ne pas être stressé, ça se sent. Sourire aussi, ça peut influencer votre voix. Les émotions, ça peut influencer votre manière de parler. C'est un truc qui se fait bien au téléphone, c'est pas forcément nécessaire si vous faites un long podcast, mais au téléphone, si vous avez un coup de fil important à passer, vous pouvez faire ça. Donc ça c'est un truc important, la capacité à être calme, à être détendu dans votre voix, à pas être trop pressé. Alors je sais qu'on va être pressé en particulier sur internet parce qu'on veut parler vite pour que les gens ne perdent pas leur temps. Faut savoir que c'est pas nécessaire en fait. Vous avez un truc avec la voix qui vous permet d'être plus détendu, d'être plus calme, c'est le montage. Je sais que c'est chiant au début, vous avez envie d'être un super youtubeur
qui fait plein de vidéos, qui les monte pas et qui est super charismatique, je comprends. Mais en fait, au début, c'est très difficile de faire ça, c'est difficile d'être fluide et d'être aussi fluide qu'avec une vraie personne. Du coup, vous avez le montage qui vous permet de faire des jump cuts, c'est-à-dire vous allez réunir la fin d'un mot et le début du mot suivant, de telle sorte qu'il n'y a même plus de respiration de votre manière de parler. Et ça accélère votre phrasé, et il y a des gens qui vont s'en plaindre auprès de vous dans vos commentaires, etc. Mais il faut pas forcément tenir compte, parce qu'en réalité, ça va aussi capter beaucoup plus l'attention des gens. Ça va créer un sentiment de flow en fait chez eux, ça va être beaucoup plus dense, ça va les envahir, ça va envahir leurs oreilles si vous voulez, et ils seront beaucoup plus happés par votre contenu. Donc utilisez les jump cuts, et un truc que j'ai découvert plus récemment, encore mieux que les jump cuts, qui est possible en particulier sur du contenu purement audio, c'est que vous pouvez même se faire chevaucher la fin d'une phrase et le début d'une autre phrase. C'est-à-dire que le début de la phrase suivante que vous prononcez peut commencer quand vous avez même pas fini ce que vous avez dit avant. Le cerveau est capable de gérer ça, de très bien comprendre. C'est un peu bizarre quand c'est la même voix qui se chevauche elle-même, mais on est habitué à ça quand il y a deux personnes qui se parlent entre elles. Souvent, vous finissez votre phrase et l'autre personne qui est en face de vous est déjà en train de parler. Et vous comprenez quand même, une personne extérieure qui voit ça peut comprendre très bien et n'est pas perdue face à ce chevauchement. Donc si vous voulez monter votre propre voix, c'est un truc qui se fait un peu en audio aujourd'hui, mais qui pourrait se faire aussi en vidéo. N'hésitez pas à essayer ça, de faire se chevaucher les voix. Et sur les logiciels de montage, il y a des outils pour bien faire ça, de transition, de son, qui permettent de faire ça assez bien. Donc n'hésitez pas à aller je dirais qu'il vaut mieux aller dans l'excès sur le montage et sur le raccourcissement de votre phrasé, plutôt que de ne pas en faire assez. Si vous n'avez pas quelques commentaires qui s'énervent et qui sont un peu critiques vis-à-vis de ça, c'est qu'il y a sûrement un problème, je dirais. Un truc que je voudrais couvrir en premier par rapport à la voix, c'est tout ce côté en fait émotionnel. D'abord, je vais parler de la gravité juste après, mais une bonne méthode, c'est d'imaginer qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Imaginez que l'objectif de la caméra est un œil d'un être humain. Moi, un truc qui marchait bien, surtout au début, c'était d'avoir d'avoir un ami qui était derrière la caméra, une personne qui était un peu le caméraman, parce que ça me permettait de parler plus naturellement, parler comme si j'étais face à quelqu'un. Et ça marche infiniment mieux face à la caméra, alors que quand j'étais seul chez moi face à ma caméra, je parlais bizarrement en fait. C'était bizarre, c'était stressé, c'était trop en fait. Je parlais pas en humain. Et ça, c'est problématique, ça ne marche pas. Donc évitez de faire ça. Après, il y a des gens pour qui c'est exactement l'inverse. Il y a des gens qui sont stressés s'il y a quelqu'un. En fait, ça dépend de la personne, j'imagine. Essayez de trouver quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, avec qui vous pouvez parler face à la caméra, où vous ne trouvez pas bizarre, et vous parlerez bien. Alors que si vous êtes seul, a priori, vous serez pas comme avec les êtres humains. Et si vous parlez mal avec les êtres humains, le problème il est là en fait. Vous risquez pas d'être très bon face à la caméra et mauvais avec les humains. Donc essayez d'améliorer votre voix en fait de manière plus générale, votre conversation de manière générale. Ça vous permettra aussi d'être un peu plus dans l'improvisation et moins dans l'écriture si c'est ce que vous voulez. Un truc pour se détendre rapidement au début d'une vidéo, d'une création, même d'un podcast que vous voulez faire, surtout si vous êtes à la 2e, 3e prise et que vous êtes un peu énervé, un truc qui peut bien marcher, c'est de crier des insultes, vous énerver juste avant de lancer l'enregistrement. J'ai vu quelques youtubeurs faire ça, je pense que c'est un truc assez commun en fait. Moi j'ai découvert ça un peu par hasard et ça marche en fait. Quand vous criez, quand vous vous énervez juste avant et qu'après vous rallumez le micro, ça fait un peu schizophrène, hein, mais bon, ça marche. Quand vous rallumez le micro après, vous êtes détendu. Un peu comme si vous sortez d'une séance de sport, etc. Toutes les tensions sont parties et vous pouvez reprendre calmement parce que vous avez exprimé votre colère, votre énervement, ce qui peut arriver avec le matos. Des fois, on a des problèmes, surtout quand on commence, quand on a du nouveau matériel, on peut s'énerver facilement parce que le micro marche pas, parce que voilà, pour n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à exprimer votre énervement. Et puis vous coupez ça au montage, ou alors vous laissez ça au montage si vous avez envie de vous amuser. Un truc que je veux couvrir, pour passer au truc un peu plus technique maintenant sur la voix, c'est un truc que je veux couvrir rapidement, parce que c'est un truc super important, surtout pour les mecs. Je crois que beaucoup de gens qui s'intéressent à la voix sont des mecs qui sont complexés par ça, et c'était mon cas aussi, hein. C'est la gravité, c'est le fait d'avoir une voix grave. Alors, comment on fait pour avoir une voix plus grave ? Effectivement, avoir une voix plus grave, ça capte mieux l'attention, les gens aiment bien, ça vous démarque, ça plaît, ça vous donne du charme. Les gens qui ont une voix grave ont beaucoup de chance. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est génétique. Vous pouvez pas décider comme ça d'avoir une voix plus grave. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la taille de votre cage thoracique, ça dépend de vos cordes vocales,
et c'est comme ça. Et souvent on est complexé par ça, parce que en fait la manière dont on entend notre propre voix à travers nous-mêmes, c'est à travers notre cage thoracique, elle résonne à l'intérieur de notre corps. Du coup à nous-mêmes elle nous paraît plus grave. Du coup quand on s'entend dans un enregistrement, on est convaincu d'avoir une voix super aiguë, parce qu'en comparaison c'est beaucoup plus aigu en général. Du coup on est surpris par notre voix et c'est pour ça qu'on est complexé par notre voix et qu'on veut la changer absolument. Mais il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez influencer votre voix qu'on va voir, mais la gravité en soi n'en fait pas partie. Alors, je pourrais vous conseiller de vous détruire les cordes vocales en fumant, en buvant, mais je le ferai pas, et ce serait extrêmement stupide de faire ça parce qu'il y a des choses plus importantes que la gravité. Le seul conseil que je pourrais vous donner par rapport à la gravité, par rapport au fait d'avoir une voix un peu plus grave, mais de manière locale, ça va pas marcher tout le temps, c'est les deux, en fait j'ai deux conseils suivants. Le premier c'est d'enregistrer votre voix le matin, juste après votre réveil. C'est un truc que j'ai commencé à faire moi en ce moment, d'enregistrer plus tôt le matin, ça me fait une voix un peu plus grave, un peu plus détendue aussi, voilà, j'aime bien. Et une autre méthode, ça va être d'être plus dans de faire un truc qui s'appelle le humming. Je sais pas comment on dit en français, mais je vais vous le faire. En gros, c'est quand vous faites vous faites ce son-là, ce et vous le faites longtemps, vous le maintenez longtemps. Je vais pas le faire entièrement, ça sera un peu long. Mais quand vous le faites longtemps, vous allez sentir que votre voix se détend et s'ouvre. Et une autre chose à faire, en fait, un troisième conseil quand même pour avoir la voix plus grave, c'est de tenir votre gorge déployée, d'avoir la tête vers le haut. Souvent, quand on veut avoir une voix plus grave, là je vais le faire, je vais descendre la gorge. Souvent, on parle un petit peu comme ça en baissant son menton dans son cou et ça donne une voix un peu plus grave peut-être, mais surtout un peu bizarre, quoi. Un truc un peu renfermé. Alors que si vous déployez votre gorge le plus possible en parlant vers le haut, en fait, ça vous fait une voix plus grave. Les chanteurs connaissent ce truc-là. Pour aller dans les graves, en fait, il faut monter la tête, ce qui est un peu contre-intuitif, et ça vous donne une meilleure voix. Donc, essayez de faire ça. Et en fait, quand vous faites du humming, quand vous humez, en fait, c'est humer le mot. Quand vous faites et ben, faites-le en déployant la gorge, en ayant la tête vers le haut, en remontant le menton. Vous essayez d'aller de plus en plus bas. Et vous avez une voix un peu plus grave normalement. Et votre voix est un peu plus détendue. Vous devriez un petit peu l'entendre. Mais encore une fois, c'est des conseils qui sont très locaux, qui risquent assez peu de changer votre voix sur le long terme. Et c'est des choses qui sont très difficiles. Si vous n'avez pas un micro, je vous conseille d'avoir... quand vous enregistrez, je le fais en ce moment, d'avoir des écouteurs pour vous enregistrer, vous écouter en direct. Ça marche très bien pour avoir l'habitude d'influencer, de connaître sa propre voix. Donc voilà pour la gravité. C'est un truc important aussi pour les filles. Évidemment, on a tendance à dire que la gravité, voilà, c'est bien, ça fait viril pour les mecs, etc. Mais en fait, pour les filles, avoir une voix grave, c'est aussi plutôt cool, quoi. Si vous êtes une fille et que vous êtes complexée parce que vous avez une voix trop grave, j'ai connu des filles comme ça, vous devriez pas. C'est bien, c'est agréable à entendre une voix assez grave. Même si dans le cas des femmes, c'est en général un peu moins gênant, un peu moins complexant d'avoir une voix qui passe plus dans les aigus. Mais pour ma part, je pense que tout le monde devrait un peu essayer pour être plus agréable à entendre sur internet et pour capter un peu mieux l'attention, je pense que c'est mieux d'essayer de descendre un petit peu. Mais alors, si c'est pas si important, qu'est-ce qui est plus important que la gravité de la voix? Il y a une chose que moi j'ai découverte qui est la tonalité. Souvent, on va avoir l'impression qu'une personne a une voix grave, alors qu'elle a juste une tonalité descendante. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a 3 tonalités différentes. La première, c'est quand vous montez dans les aigus, quand je finis ma phrase, par un ton un peu plus aigu, je viens de le faire. La deuxième tonalité, c'est celle que j'ai tout le temps, c'est quand vous parlez de manière stable, voilà, je parle, blablabla, je dis des choses et je finis ma phrase. Un ton qui reste le même du début à la fin, et je vais faire maintenant un ton descendant. Quand je fais un ton descendant, je vais parler comme ça. Je vais arrêter ma phrase à la fin. Et ce ton descendant, il a tendance à indiquer la fin de la phrase. Et je sais pas si vous voyez, mais ça capte un peu plus l'attention. On a un peu plus envie d'écouter. Et ça donne aussi cette impression de gravité. En fait, j'ai pas la voix plus grave quand je fais ça, mais par contre, on peut avoir cette impression générale. Et ça donne un peu plus de confiance, ça peut donner un peu plus d'autorité, ça donne aussi le sentiment d'être un peu plus détendu. Et c'est quelque chose que vous devez exploiter également et qui est pour moi beaucoup plus important que le fait d'avoir une voix grave. Si vous avez une voix naturellement grave, mais que vous êtes toujours dans la question, dans la demande, dans le machin, ça sera pas forcément un problème pour capter l'attention, c'est vrai, mais ça va
créer moins de confiance, ça sera peut-être moins charmant, ça pourrait être plus sympathique, mais voilà, l'émotion transmise pour moi sera moins intéressante. Et au moins, au minimum, vous devriez inclure dans votre manière de parler quelques moments où vous avez une voix un peu plus descendante, un peu plus grave, un peu plus affirmative en fait, un peu plus assertive. Parce que ce qu'on va voir en fait, c'est que la flexibilité, la variation de votre voix, c'est ça qui va à la fois transmettre de la confiance dans votre voix, et en même temps capter l'attention des gens tout simplement parce qu'il y a de la variation. Mais il faut pas aller trop loin dans la variation. Moi j'ai vu quelques gens se lancer il y a longtemps, il y a des années sur internet, et avoir un peu bêtement la tendance à imiter ce qui se fait à la télé. Et à la télévision, les gens parlent bizarrement. Les gens parlent comme ça, ils vous disent « Aujourd'hui, on va vous parler d'une chose tout à fait originale. » Et là, c'est le drame. Ils ont cette manière de parler que personne n'a dans la vraie vie, heureusement, qui est un mélange effectivement de vagues de tonalités montantes et descendantes qui vont faire qu'ils parlent comme ça. Et ensuite, ils parlent comme ça. Ça a aucun sens, mais en fait la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent capter l'attention des gens, être compris par le plus grand nombre de personnes, et ils ont pas besoin d'avoir l'air authentique. Ils se fichent un petit peu de ça en fait. Ils ont besoin d'avoir l'air objectif, d'avoir l'air neutre, et ils ont pas ce besoin aussi fort d'avoir l'air naturel. Donc ils peuvent se permettre ce genre de choses bizarres. Et ce serait une erreur, je pense, pour un créateur de contenu sur internet de faire ça, parce que sur internet on a une relation plus individuelle avec les gens, faut qu'on soit plus proche de ce qu'on est dans la vraie vie, sinon c'est pas intéressant, on n'a pas envie d'écouter les gens faux, et en plus on n'a pas forcément envie de plaire au plus grand nombre, en tout cas pas dès le début. Si vous vous lancez, mieux vaut plaire à un petit nombre de personnes en étant authentique, plutôt que d'essayer tout de suite d'avoir la voix qui plaît à tout le monde. D'ailleurs, sur ce point-là, si vous avez un accent, si vous avez des tics de langage, en soi ce n'est pas un problème. Si vous travaillez les différentes choses que je vous dis là, que je vais vous dire encore, c'est pas un problème d'avoir un accent, d'avoir des petits problèmes, des petits défauts dans votre voix, dans votre manière de parler. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, qui est un philosophe slovène du nom de Slavoj Žižek, ZK, qui a plein de défauts, qui a un accent slovène extrêmement fort, il parle en anglais en général, qui renifle tout le temps comme un cocaïnomane, et pourtant il est très charismatique, il est très drôle, les gens l'aiment beaucoup. Et sa voix, je pense, est responsable en grande partie de sa popularité sur internet, malgré que ce soit un philosophe qui parle de choses assez pointues, quoi, assez spécifiques. Et moi je l'aime beaucoup de gens l'adorent. Il y a des podcasts qu'on peut entendre avec sa voix, malgré tous ces reniflements. Et franchement, si vous connaissez pas, écoutez, parce que c'est choquant, quoi. Au début, il renifle, mais tout le temps, on dirait que c'est fait exprès, mais il a des vrais soucis de prononciation, etc. The entire ethic of a state culminates in the highest act of heroism, the readiness to sacrifice one's own life for one's nation. Et là-dessus, en fait, la plupart des gens qui donnent des conseils sur la voix, sur le fait de parler à la caméra, ils vont vous dire, faut absolument pas faire ça c'est un mauvais exemple, il faut surtout éviter toutes les hésitations, tous les problèmes, toutes les respirations, tous les reniflements, tous les tics, etc. C'est faux, en fait, je pense, sur internet en particulier. Si vous avez une personnalité forte et qu'elle se marque par votre voix, par votre manière de parler, c'est une très bonne chose. Vous ne devez pas essayer d'être parfait, vous devez être vous-même, être authentique. Je vous dis pas de créer des faux tics de langage, mais si vous avez un accent, vous pouvez en jouer, c'est pas un problème. Si vous avez des particularités, vous devriez pas en avoir honte, au contraire. Et c'est un truc que moi j'ai aussi appris par moi-même en fait, parce que moi à la base je pensais, quand j'allais travailler ma voix en fait pour la vraie vie en fait, en m'intéressant à des choses comme le théâtre d'impro, etc. Et quand je me suis lancé sur internet, je croyais qu'il fallait que je refasse ma voix, que je la réadapte un peu à ce que faisaient les youtubeurs à l'époque, c'est-à-dire parler dynamiquement, fort, avoir beaucoup d'énergie. Évidemment ça marche de faire ça. Mais moi avec ma voix plus calme, qui était la voix que j'avais un peu plus travaillée, un truc plus doux, plus rassurant, plus fluide. Mais avec cette voix-là, en fait, je pensais que c'était un défaut, qu'il fallait que je la change. Et en fait, j'ai appris, grâce aux commentaires, que non, au contraire, beaucoup de gens appréciaient ça. Notamment quand je faisais du contenu à la limite de l'ASMR. Et je voyais que des gens appréciaient vraiment ça et que c'était une bonne voie à suivre. Et que c'est une possibilité aussi, en fait. Il y a plein de possibilités différentes et vous devez pas avoir honte de votre type de voix. Et vous pouvez avoir quelque chose de plus calme, de plus relaxant. C'est quelque chose qui est extrêmement recherché aussi. Il suffit de voir les vues, la popularité de l'ASMR sur internet. À propos de ça, un truc extrêmement important, qui est même plus important que la gravité,
donc même la tonalité, c'est le fait d'avoir de l'air dans sa voix. C'est le fait de parler avec en respirant limite en même temps. Alors vous pouvez le faire en chuchotant, mais vous pouvez aussi le faire en parlant normalement, avoir un peu plus d'air dans votre voix, plutôt que d'avoir une voix coincée comme ça, qui parle sans aucun air, qui est parfaitement, désaérée. Et ça sera moins agréable à entendre. Alors que si vous mettez de l'air dans votre voix, vous êtes plus détendu, et il y a un truc, il y a des études sur ça, il me semble, je vous mettrai le lien si je les retrouve, qui montrent qu'en fait, le fait d'avoir de l'air dans votre voix, ça crée beaucoup plus d'intimité, ça crée beaucoup plus d'intérêt, ça marche, ça intéresse les gens. Et c'est un peu un des principes qui fait que l'ASMR est aussi efficace. Donc l'ASMR, c'est ce truc, cette manière, ces sons, ces petits cliquetis, ces murmures qui provoquent des sensations dans l'arrière de la tête et dans la colonne vertébrale qui font des sensations spéciales pour beaucoup de personnes. Si vous comprenez pas ça, je sais pas comment vous faites, je sais pas de quoi vous êtes fait. Mais moi, l'ASMR, pour moi, c'est quelque chose de très efficace. J'évite même d'en écouter parce que c'est trop efficace pour moi et je suis pas à l'aise devant mon ordinateur à écouter ça. Et c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose que les gens aiment bien. Donc vous pouvez cultiver ça avec une voix plus dans le souffle régulièrement. Et ça va créer aussi énormément de sensualité en fait, d'intimité, ça va créer un certain charme et ça c'est une voix, c'est un angle très efficace aussi. Ça vous force aussi à parler un petit peu moins fort. Et ce que je dis de manière générale en fait, c'est que ce qui capte pas mal l'attention, c'est les variations. Les variations sur le fait de parler fort parfois, puis de temps en temps parler un peu plus doucement. Le fait de parler un peu plus vite de temps en temps et puis ralentir sur certains mots. Quand vous faites ça, quand vous laissez des silences, vous ralentissez, quand vous parlez moins fort, après avoir parlé très fort, quand vous faites ce genre de choses, eh bien les gens sont beaucoup plus intéressés. C'est des outils simples, c'est la variation du rythme qui est utilisée dans tous les domaines, dans la musique, dans la vidéo, et évidemment dans le son, même dans la littérature, c'est un truc central, la variation du rythme. Aller vite, aller lentement, aller fort, aller faiblement, c'est efficace. Mais c'est d'autant plus important que il vaut mieux pas varier sur la tonalité tant que ça. C'est-à-dire comme les présentateurs télé, parce que les présentateurs télé ils varient sur la tonalité, mais du coup ça donne quelque chose d'inauthentique. Si vous voulez parler de manière un peu plus monotone, et il vaut mieux, eh bien vous devrez en fait pour compenser ça, varier sur d'autres domaines, sur la force, sur le volume, sur la vitesse, sur le fait de mettre de l'air ou pas. Vous devez varier sur d'autres choses, sur d'autres émotions pour capter l'attention sans passer par le ton. Parce qu'en fait là aussi il y a des études aussi sur le sujet, c'est un sujet qui est étudié aussi, la question de la monotonie. En fait, la monotonie, vous imaginez que c'est ça qui rend la voix de quelqu'un chiant ou pas, mais pas tellement en fait. La monotonie, c'est-à-dire le fait d'avoir un ton commun, pendant toute votre phrase, pendant tout votre podcast par exemple, eh bien ce n'est pas un problème. Au contraire, ça peut donner de la confiance, ça peut donner un sentiment d'autorité, et ça peut être plus agréable à écouter que quelqu'un qui varie beaucoup dans les tons, au lieu de varier ailleurs. Et c'est quelque chose tellement... les politiques font ça énormément. Un homme politique va à tout prix essayer d'avoir une voix monotone. Vous devriez y prêter attention. En général, les femmes ont tendance à avoir une voix moins monotone, culturellement. On va avoir une voix qui varie davantage. Et donc, on sait que les femmes qui rentrent en politique font un travail, en général, assez fort pour devenir plus monotones dans leur manière de parler. Et ça marche. Si vous écoutez les femmes politiques, elles ont tendance à parler au fil des années. Ça a été étudié aux États-Unis en particulier. Au fil des années, elles ont tendance à avoir une voix plus monotone, qui crée beaucoup plus de confiance auprès des électeurs. Alors, vous faites pas de la politique, mais de manière générale, je pense que dans la création de contenu sur Internet, ça peut être utile d'avoir cette voix, cette manière de parler un peu plus monotone qui va créer un peu plus de confiance. Alors évidemment, c'est pas la seule manière de faire. Il y a des gens qui ont la voix qui va dans tous les sens, qui sont un peu des petites piles d'énergie, et bon, ça marche aussi, ça intéresse aussi, ça peut vous démarquer aussi. Ce que je veux vous dire, c'est plutôt que vous avez plusieurs voix possibles, et qu'il y a plusieurs modèles possibles de voix, et que vous n'êtes pas obligé de partir sur le truc un peu cliché que vous imaginez qu'un influenceur doit faire sur Internet. Et en particulier, si vous êtes moins dans le divertissement et plus dans l'informatif, eh bien, la monotonie peut être une bonne voie à suivre pour vous. Un truc auquel je pense là, rapidement, sur le montage de la voix et les transitions, je vous parlais des jump cuts et des chevauchements, un truc important à faire que moi j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que quand vous commencez à faire des audios,
Au début, vous allez faire quelques prises. Vous allez peut-être un peu être énervé par le fait de vouloir faire une seule prise au début et de devoir tout remonter au montage, et vous allez vouloir peut-être faire 15 prises différentes pour finir par faire la bonne prise. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que ça va vous stresser, parce que ça va vous fatiguer, et vous devrez juste faire une prise ou deux au début et tout améliorer au montage. Voilà, vous parlez, si votre langue fourche, vous reprenez, et voilà, vous montrez tout ça après, et il n'y a pas de stress à avoir. Essayez pas de faire la prise parfaite. Ça sera moins stressant, et en fait, ce qui va se passer si vous faites ça régulièrement, c'est que petit à petit, vous allez vous améliorer. Alors que si à chaque fois vous refaites 15 prises pour avoir la prise parfaite, vous allez difficilement vous améliorer. Et plus le temps va passer, moins vous aurez besoin de monter votre voix après coup. En général, moi je fais peu de prises, hein. Souvent j'en fais une seule, peut-être 2, 3. Quand j'en faisais plus au début, de toute façon, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je gardais seulement la première prise parce qu'elle avait une certaine authenticité, et puis quelque chose comme la 3e ou la 4e prise parce que elle avait encore cette authenticité, mais plus de précision dans le verbe. J'ai gardé finalement que ça. Donc ça sert à rien d'enchaîner un nombre de prises infini. Ça risque de vous fatiguer, de vous énerver, de vous dégoûter en fait de l'enregistrement audio et de la caméra. Donc évitez de faire ça. Et ce que je voulais dire donc sur le montage, la transition en particulier, c'est l'importance de lire les ondes quand vous faites du montage. C'est un truc spécifique, mais qui peut vous faire gagner pas mal de temps. Plutôt que de vous réécouter totalement quand vous faites du montage audio, vous pouvez déjà vous écouter en accéléré sur votre logiciel de montage, Premiere. Et moi j'utilise Premiere parce que ça va bien avec la vidéo, mais il y a d'autres trucs très bien pour le montage audio, peut-être mieux. Et sur Premiere, donc, vous pouvez vous monter sans même vous écouter en fait. Vous devez avoir conscience de ça. Vous pouvez voir les ondes qui montent et qui descendent, et puis en fait très rapidement vous voyez c'est quoi les silences, vous voyez c'est quoi les respirations, vous voyez c'est quoi les sons un peu bizarres qui doivent être éliminés. Ils se reconnaissent très bien sur les ondes, avec un petit peu d'expérience. Donc vous pouvez monter comme ça très rapidement. N'hésitez pas à le faire, sans avoir besoin de tout écouter. Tant qu'on parle du montage et des logiciels, pour ceux qui se poseraient la question, moi ce que j'utilise pour éliminer le bruit de fond de mes audios, c'est le denoiser, D-E-N-O-I-S-E. Ça marche très bien, faut juste faire attention à le limiter à quelque chose pour moi à 7 ou 9%. Donc pour éliminer le bruit de fond. Donc je passe un denoiser à 7-8%. Pourquoi ? Parce que après il faut faire gaffe, parce que des fois vous éliminez le bruit de fond, mais ça crée des trucs un peu bizarres, des sons un petit peu étouffés sur votre voix, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc voilà. Et puis évidemment pensez à bien utiliser les outils de transition audio, les gains constants, les exponentiels, parce que ça vous permet de rattraper beaucoup d'audio, de refaire des audios ratés sans trop vous prendre la tête. Quand vous enregistrez un audio ou une caméra, surtout quand vous faites une erreur, laissez un silence. Vous vous remercierez vous-même au montage après avoir fait ça. Si là ma langue fourche et que je dis n'importe quoi, je laisse un silence et je le reconnais très vite au montage. Comme ça je fais pas d'erreur et je laisse pas les erreurs comme ça au montage. Je vais laisser un silence un peu long que je vais visuellement repérer très facilement au montage en regardant les ondes audio. Sur Adobe Premiere, vous effectuez un rendu en cliquant avec le clic droit sur votre voix, sur le petit truc vert, la barre verte, et vous effectuez un rendu et ça va afficher les ondes ensuite. Et vous agrandissez ça. On va parler d'écriture orale encore, à nouveau. C'est un truc important. L'écriture orale. Je vous parle d'authenticité. Donc ça implique une chose, pour être très authentique, ça implique que votre texte, si vous parlez en particulier face à une caméra, vous n'êtes pas un acteur a priori. Enfin, peut-être que si, dans ce cas-là, bravo. Mais si vous n'êtes pas un acteur, apprendre un texte par cœur ou lire un texte et avoir l'air naturel, c'est un calvaire, c'est extrêmement compliqué. Donc la première chose pour ça, c'est déjà de pas lire un texte, avoir quelques notes. En général, moi j'ai des notes avec 3-4 points qui me permettent de bien retrouver mon raisonnement, ma narration. Ce que je fais en général, moi souvent, c'est que je vais écrire la veille de mon enregistrement. Je veux qu'il y ait une distance entre le moment où j'écrive et le moment où je parle. Et je vais essayer de m'en rappeler pour l'enregistrement. Et en fait, je dirais que si j'ai du mal à m'en rappeler, c'est que le texte est mal écrit. En fait, un texte bien écrit, c'est un texte mémorable, dont on se rappelle. Il y a un lien, j'ai l'impression, entre une histoire dont on va se rappeler toute sa vie et une histoire super, une histoire bien racontée. Parce qu'en fait, une histoire bien racontée, c'est des images différentes, c'est des liens logiques, c'est une narration, un parcours émotionnel qui fait sens. Et ça, en fait, on s'en rappelle parce que la mémoire est très liée aux émotions. Donc si vous avez de fortes émotions et un bon parcours émotionnel dans votre histoire, on va s'en rappeler. Et vous-même, si vous avez du mal à vous en rappeler de votre propre histoire, je vois pas comment votre audience pourrait s'en rappeler. Si elle s'en rappelle pas, c'est probablement que c'est une mauvaise histoire. Si votre texte est bien écrit, vous devriez pas avoir trop de soucis pour vous en rappeler. Avoir quelques notes, ça vous fait pas de mal. La raison pour laquelle vous devriez avoir des notes, c'est pas tellement pour les lire,
C'est moins pour les lire que pour vous rassurer, pour être détendu. Vous dire que si vous vous perdez dans votre raisonnement, vous avez une chose à laquelle vous raccrochez pour pouvoir enchaîner ensuite. Vous devrez pas avoir trop besoin de les lire. Un truc que je faisais moi aussi sur les vidéos peut-être un peu plus denses, un peu plus punchy, dont je voulais qu'elles soient un peu plus virales, c'est que j'apprenais quand même par cœur 2 phrases, la première et la dernière. La première, pour bien se lancer dans la vidéo, et parce que la première phrase doit être, je dirais, parfaitement écrite pour être dense, pour être accrocheuse, punchy, mystérieuse, et voilà, accrocher les gens. Et la dernière doit aussi être bien écrite, être une belle conclusion. Et elle est d'autant plus importante qu'elle vous permet en fait d'être jamais perdu, parce que vous savez où vous allez. Vous voulez aller vers la conclusion. Et normalement, si c'est bien écrit, les étapes entre les deux sont logiques. Mais voilà, c'est des choses qui font sens, qui sont un bon parcours émotionnel, et vous allez y arriver naturellement. C'est les 2 seules phrases que je vous conseillerais vraiment d'apprendre par cœur. Après, si vous êtes un acteur, si vraiment vous êtes bon dans ça, allez-y. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un métier à part entière. Et que mieux vaut miser sur une forme d'improvisation, d'authenticité, plutôt que d'essayer de jouer un texte totalement, alors que c'est pas quelque chose que vous faites depuis des années, parce que ça peut vite avoir l'air ridicule, je crois. Un truc dont je voulais parler aussi sur l'écriture, sur la question de l'écriture orale en particulier, c'est un concept que j'ai découvert à travers quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Edouard Baird, que vous devez connaître aussi, qui fait de la radio je crois encore aujourd'hui, et qui a une très très belle voix, et il a surtout, et ça prouve un peu que c'est lié, il a surtout une bonne capacité d'improvisation, et une bonne capacité à parler en fait face au micro. Ça veut pas forcément dire qu'il est bon en réalité. On a l'impression qu'il a une bonne voix, ou on a l'impression qu'il parle bien, parce qu'il a une bonne voix. Et on a l'impression qu'il a une bonne voix parce qu'il parle bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle bien, qui a un bon ton, qui a un bon rythme, qui varie, qui donne de l'émotion en parlant, en fait il peut dire à peu près n'importe quoi, il peut dire des choses inintéressantes, et ça a l'air intéressant. Et ça c'est quelque chose de fascinant. Edouard Baird le fait très bien, évidemment il a un vocabulaire, il a un phrasé, il a un style, mais il y a des gens comme Baird, comme Lucchini, j'en parle beaucoup Lucchini, mais comme des gens comme ça, qui pourraient vous parler de n'importe quoi et ce serait intéressant. Et c'est pas parce qu'ils sont très intelligents et très doués verbalement en réalité. Ce sont pas des grands auteurs. Ce sont des gens qui gèrent très bien leurs émotions à travers leur voix. Et en tant que créateur sur internet, je pense que vous devriez aussi vous concentrer sur ça. Évidemment, l'écriture c'est super important et c'est super bien. Mais si vous visez un truc un peu plus improvisé, un peu plus quantitatif aussi, bien parler, réussir à rendre n'importe quoi intéressant, c'est une très bonne voix. Et en fait, bizarrement, quand vous gérez votre voix, quand vous gérez votre rythme, il y a quelque chose de relaxant, il y a quelque chose qui vous enlève une pression par rapport au contenu, puisque vous êtes uniquement sur la forme, qui vous facilite le fait d'improviser, qui vous facilite le fait de parler. Si je suis là en train de vous parler, en train de me concentrer uniquement sur le fait d'être intéressant, de raconter des choses qui vont capter votre attention par la forme, tout d'un coup j'ai beaucoup moins de stress par rapport au contenu. Ça facilite les choses. Un point important que je voulais évoquer par rapport à l'écriture orale et qui marche très bien, qui est un truc que moi j'ai découvert par hasard, que j'ai lu nulle part, c'est le fait d'écouter de la musique en même temps que vous parlez. Moi pendant le montage, ce que je faisais souvent, c'est que j'allais écouter la musique du montage, dans la même émotion donc, et parler dans mon micro. Et dire le texte, improviser, créer le texte en fait, dans mon micro. Et j'allais faire plusieurs prises comme ça, jusqu'à ce que j'ai le bon texte en fait, et c'était vraiment une forme d'écriture orale. C'était vraiment ce concept-là que j'ai entendu chez Edouard Baird dans une interview. Ces concepts-là en fait d'écriture orale, pour moi il a vraiment du sens comme ça pendant le montage. Je m'enregistre, je recommence jusqu'à ce que j'ai la bonne phrase, la bonne formule. Et il y a un truc qui se passe quand vous écoutez de la musique, c'est que vous êtes beaucoup plus inspiré. Déjà, vous êtes cohérent avec votre montage, si vous écoutez la même musique que celle sur laquelle vous allez monter. Et même si vous voulez pas vraiment utiliser la musique, si vous parlez et qu'en même temps vous écoutez un son un petit peu puissant qui vous donne de la force, un truc avec des grosses basses, etc. Ou alors peut-être un truc un peu triste, un peu plus nostalgique, etc. Ça va vous mettre dans cette émotion-là. Et vous allez savoir quoi dire. Vous allez trouver les mots. Vous allez être dans la bonne émotion pour bien improviser, pour bien écrire, pour bien formuler les choses. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous mettra dans la bonne émotion. C'est un truc surpuissant. C'est évidemment utilisé par les chanteurs, par les rappeurs. Il y en a qui n'écrivent pas vraiment leur texte en dehors du studio d'enregistrement. Ils ont le son, ils ont l'inspiration grâce au son et ils enchaînent comme ça. N'hésitez pas à faire ça. Un truc auquel je pense maintenant aussi, c'est quand vous parlez face à un micro, et en particulier quand il n'y a pas de caméra, ce qui est un avantage pour vous, c'est que vous pouvez
davantage peut-être utiliser votre corps. Moi j'ai tendance à bouger un peu ma main dans tous les sens quand je parle tout seul face à un micro, et ça me facilite aussi les choses, ça me détend d'une certaine manière, ça m'inspire un peu plus de faire ça. Je le fais en ce moment, mais heureusement vous pouvez pas le voir. C'est ce que font aussi plein de chanteurs, rappeurs, ils ont tendance à bouger leurs mains comme ça quand ils chantent dans le micro. Ça a un effet aussi qui peut permettre de faciliter l'inspiration et la concentration sur la voix. Un point, pour revenir encore à l'utilité du chant, de leçons qu'on peut apprendre dans le chant et qui sont utiles dans la voix en général, c'est un concept qui s'appelle l'attaque. Qu'est-ce que c'est l'attaque ? L'attaque, c'est le début de votre phrase. C'est le début du chant, par exemple. Et c'est un truc particulièrement difficile, parce que quand vous chantez, par exemple, et que vous variez dans les tons, quand vous êtes au milieu du chant, vous savez où est votre voix, vous savez si vous devez la baisser ou la monter, relativement. Par contre, quand vous avez fermé votre bouche et que vous ouvrez votre bouche pour la première fois, vous savez pas ce qui va sortir comme son. Et vous avez besoin de vous accorder. C'est la première note, et il y a des chances que vous la ratiez. Et quand on parle, c'est souvent ça aussi. Quand on parle à quelqu'un, à qui on parlait pas avant, quand on commence à chanter, quand on commence à enregistrer un podcast, souvent l'attaque est mauvaise. Parce que on gère pas notre voix, après avoir fermé notre bouche pendant longtemps. On sait pas ce qui va sortir. Donc la solution, c'est d'attaquer progressivement. Si je commence un podcast, je vais pas faire « Bonjour, aujourd'hui, blabla », je vais faire « Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de blablabla ». Mon premier mot, ma première lettre, va être très progressive, très lente, très tranquille, et ça va me permettre d'être beaucoup plus juste sur ce détail-là. Bon, c'est un petit détail, mais c'est intéressant à savoir. Si vous avez un peu la voix qui part en vrille parfois, la solution c'est juste d'y aller un peu plus progressivement et tâter le terrain, voir où est votre voix en ce moment. Un truc important en matière de voix, que j'ai pas évoqué beaucoup finalement dans ce podcast, et qui est pourtant très important et qui est pas ma spécialité du tout, c'est d'appuyer sur les consonnes ou d'articuler. C'est un truc que je fais moi trop peu. J'ai un problème là-dessus sur lequel je travaille. C'est un vrai truc sur lequel je pense qu'il faut insister, en particulier si vous voulez mettre de l'émotion. Ça passe beaucoup par les consonnes. Je vais essayer de faire un effort à l'avenir, d'être un peu plus appuyé, un peu plus articulé dans ma manière de parler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me lance dans le podcast, dans la voix pure. C'est parce que j'ai envie de m'améliorer par rapport à ça, parce que malgré des années à avoir travaillé là-dessus, finalement je me suis peu changé là-dessus, et c'est beaucoup d'habitude à modifier et à faire évoluer. Mais voilà, c'est ces genres de choses-là, vous pouvez trouver de l'inspiration pour plus appuyer vos mots dans le théâtre notamment. Mais c'est un truc très important aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est comme tous les autres sujets que je vous ai dit, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une voix parfaite, et vous pouvez avoir une voix particulière avec ses propres défauts. L'important, c'est qu'elle soit authentique, et qu'elle soit originale, et qu'elle transmette de bonnes émotions. C'est la chose la plus importante. Un autre truc que j'ai appris sur la voix, un concept que j'ai appris dans des articles anglais sur le sujet, c'est un truc qui s'appelle le vocal fry, F-R-Y. Je sais pas si on peut traduire ça par le frémissement vocal. En gros, c'est le fait d'avoir une voix un peu qui fait un peu ça. Ce truc-là, en fait. C'est un truc les Américains, ils parlent de la voix des Valley Girls, des gens de la vallée, sur la côte ouest, qui ont une manière un peu de parler comme ça, avec des frémissements dans le fond de la gorge qu'on entend entre les mots. C'est évidemment très désagréable. En général, enfin quoique, c'est un peu plus ambivalent que ça, parce que il y a aussi, ça peut avoir aussi un certain charme pour certaines personnes. C'est un truc dont on peut avoir conscience, qui est important de noter, notamment pour les gens qui essayent d'avoir faussement une voix grave. Si là j'essaye de parler un petit peu comme ça et que je descends dans les graves, en particulier les chanteurs, en fait, la raison pour laquelle ils sont limités et qu'ils ne peuvent pas aller trop dans les tons graves, c'est parce que quand je vais être plus grave que c'est naturel pour moi, tout d'un coup vous entendez plein de bruits bizarres. C'est pas ma voix naturelle et ça s'entend tout de suite, parce qu'il y a ces tremblements en fait dans le fond de ma gorge, et non seulement c'est pas naturel, mais il y a aussi des sons parasites qui vont commencer à apparaître. Donc vous voyez, c'est pas très agréable à entendre. C'est pour ça que c'est important de pas forcer sur votre voix. Et par rapport à ces vocal fry, un truc important, c'est simplement d'avoir la voix hydratée, de mettre de l'air aussi dans sa voix. Ça permet d'avoir moins de vocal fry, d'avoir la voix un petit peu moins fatiguée. J'ai l'impression d'en avoir pas mal là, parce que le podcast était un petit peu long et je commence à avoir la voix qui fatigue un peu. Mais c'est un truc que vous devez aussi surveiller éventuellement si c'est un de vos problèmes. Voilà, je crois que j'ai dit un peu tous les sujets que je voulais évoquer ici.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec ça, je pense que vraiment, vous pouvez gagner des années sur la question de la voix. Si vous avez écouté ce podcast en entier, franchement, lancez-vous, vous avez appris pas mal de choses. Écoutez aussi le podcast tout sur la vidéo et tout sur la narration. Si vous appliquez tous ces conseils et que vous êtes capable de gérer la qualité de votre contenu et la quantité, et la qualité de votre voix, parce qu'en fait la quantité, pour moi, c'est surtout possible grâce à la qualité de votre voix, eh bien vous pouvez vraiment faire de grandes choses sur Internet. Et jouer un petit peu moins à un jeu de chance et un peu plus à un jeu de certitude. Un jeu de chance, c'est quand... un jeu de hasard, c'est quand voilà, vous avez de faibles probabilités de gagner. Et ce que j'appelle moi un jeu de certitude, c'est quand vous mettez toutes les chances de votre côté, justement, quand vous faites le maximum. Et si vous améliorez votre voix, si vous êtes bon en narration, que vous apprenez la narration, que vous écrivez vraiment, si vous apprenez le montage, les transitions en vidéo, tout d'un coup, vous jouez à un jeu de certitude. Et les gens ne font pas ça parce que quand ils regardent ce qui marche sur Internet, on voit surtout des gens qui ont gagné un jeu de chance. Des gens qui ont appuyé sur on dans leur caméra, qui ont enregistré leur voix, et puis ils étaient charismatiques, ils étaient peut-être beaux, ils étaient peut-être sympathiques, et les gens ont envie de les écouter, parce qu'ils ont de la chance. Et si la plupart des gens réussissent comme ça veut pas dire que la plupart des gens qui suivent cette voie réussissent. Au contraire, la plupart des gens qui ne se prennent pas la tête et font juste du contenu sans réfléchir, eh bien ça ne marche pas pour eux, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de chance. Parce que peu de gens ont cette chance-là, de sortir au bon moment, d'apparaître au bon moment, de parler du bon sujet. Il y a même des effets des réseaux, il y a même des choses qui sont liées au hasard simplement. Des fois il y a une personne qui marche par hasard et puis vous allez l'écouter parce que vos amis l'écoutent et ensuite vos amis de vos amis vont l'écouter et ainsi de suite. Il y a des choses qui parfois ne sont pas explicables. C'est dur à admettre, mais bon. Donc si vous voulez un peu plus évoluer sur ces différents trucs et jouer à un jeu de certitude, essayez d'appliquer ces différents conseils pour créer votre propre voix, votre propre montage et votre propre narration. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose, encore une fois, pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent travailler avec moi pendant une semaine, environ, pour faire une vidéo ou deux, et pour lancer un concept, un format de vidéo, voire même d'audio, dans lesquels je vais faire la réalisation, l'écriture, la conceptualisation, le montage. Et évidemment, je vous expliquerai tout ce que je fais pour que vous puissiez le répliquer facilement, ce sera pas juste un one shot. Si vous voulez faire ça, envoyez-moi un mail à autodisciple@gmail.com et j'ai envie de travailler pour des gens, pour lancer différents concepts, pour lancer les différentes idées en fait que j'ai et que j'ai envie de toutes lancer, toutes appliquer, toutes créer sans forcément pouvoir toutes les maintenir. Avec évidemment pas seulement le concept de format et de vidéo, mais aussi des concepts de modèle économique, de business model derrière. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail à autodisciple@gmail.com et je pourrais travailler pour vous, pour lancer quelque chose de particulier. Ou même si vous avez votre propre idée, votre propre thème, envoyez-moi un mail et je pourrais peut-être réfléchir avec vous à faire quelque chose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et dans le prochain podcast, on devrait parler d'un bouquin.